Bienvenue dans 5 minutes d'arrêt en pénal. Ce mois-ci, un revirement en droit pénal spécial, un nouveau principe de procédure touchant l'enquête et des précisions pour les avocats en cas de perquisition dans leur cabinet. On commence avec ce véritable revirement de jurisprudence qu'opère la Cour de cassation. Désormais, l'abus de confiance peut porter sur un bien quelconque, y compris un immeuble. Quels étaient les faits de l'espèce ? Plusieurs malversations étaient reprochées au président du Conseil général des Bouches-du-Rhône et à son frère, entrepreneur dans le traitement des déchets. Ce dernier gérait des décharges destinées à l'enfouissement des déchets de différentes agglomérations. Or, il aurait accueilli des déchets privés moyennant finance. L'entrepreneur et son frère ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour abus de confiance et condamnés par la Cour d'appel. Pourtant, historiquement, l'abus de confiance comme le vol et l'escroquerie ne peut pas porter sur un immeuble. Cependant, depuis plusieurs années, la Cour retient déjà une définition élargie de l'objet détourné. Ainsi, en 2016, elle admettait déjà qu'un immeuble pouvait faire l'objet d'une escroquerie. Le revirement concernant l'abus de confiance était donc prévisible. C'est pourquoi il est directement applicable aux faits de l'espèce. La Cour précise effectivement que le principe de non-rétroactivité ne s'applique pas à une simple interprétation jurisprudentielle à la condition qu'elle ne soit pas imprévisible. En l'espèce, elle juge que ce revirement n'était pas imprévisible au vu de sa jurisprudence et de la possibilité qu'avaient les demandeurs de s'entourer de conseils appropriés. Ainsi donc, la Cour considère qu'est caractérisé un usage abusif de l'immeuble, ici le site destiné à l'enfouissement des déchets, qui, traduisant la volonté manifeste des prévenus de se comporter, même momentanément, comme propriétaires, s'analyse en un détournement entrant dans le champ d'application de l'article 314-1 du Code pénal. Dans notre deuxième affaire, un homme était soupçonné de trafic de stupéfiants. Au cours de l'enquête, le procureur de la République a donné son autorisation pour la géolocalisation du téléphone et de 2 véhicules du suspect. Le pourvoi contestait la légalité de ces mesures. En effet, en application de la jurisprudence récente de la Cour de justice de l'Union européenne, le procureur de la République français ne peut pas autoriser l'accès d'une autorité publique aux données relatives au trafic et aux données de localisation. On se souvient que la solution a ensuite été reprise par la Cour de cassation en 2022. La géolocalisation des véhicules est généralement réalisée par la pose d'une balise. Pour cette méthode, les enquêteurs n'ont pas besoin de recourir à un fournisseur de téléphonie et la directive européenne n'est donc pas applicable. Mais pour la géolocalisation en temps réel des téléphones, les données sont obtenues grâce aux opérateurs téléphoniques et à la plateforme nationale des interceptions judiciaires. Cette méthode est donc soumise à la réglementation européenne. La Cour de cassation estime donc qu'il faut ici le contrôle préalable d'un juge ou d'une autorité administrative indépendante. Toutefois, la nullité ne sera encourue que si le requérant démontre un grief, par exemple, que l'accès aux données n'a pas été circonscrit à une procédure relevant de la lutte contre la criminalité organisée ou a excédé les limites du strict nécessaire. On en vient à 2 arrêts touchant au régime des perquisitions en cabinet d'avocat. Dans une première affaire, la Cour de cassation valide une perquisition qui avait eu lieu au cabinet d'une avocate et au cours de laquelle l'intégralité des dossiers numériques et des données téléphoniques du cabinet avait été saisie. Et pour cause, il existait au moment de la perquisition des raisons plausibles de soupçonner l'avocate d'avoir participé à l'infraction, en l'espèce d'association de malfaiteurs terroristes, qui faisait l'objet de la procédure d'instruction. En particulier, des messages WhatsApp et des mails laissaient penser qu'elle était impliquée et qu'elle adhérait même au projet terroriste. Tout à fait. Et l'autre point ayant permis la validation de la perquisition concerne l'exclusion, en l'espèce, du secret professionnel. L'article 56.1 du Code de procédure pénale dispose, depuis la loi du 22 décembre 2021, que les documents relevant de l'exercice des droits de la défense et couverts par le secret professionnel de la défense et du Conseil ne peuvent être saisis dans le cadre d'une perquisition. Et cela vaut notamment pour les correspondances entre le client et son avocat. Or, dans notre affaire, l'utilisation de la messagerie professionnelle ne permet pas de caractériser l'existence d'une relation avocat-client, puisque l'avocate a admis se servir de son ordinateur à des fins à la fois professionnelles et personnelles. De plus, le recours à des formules comme « votre bien dévoué » et « maître » ne suffit pas non plus, en l'absence de lettres de constitution et de convention d'honoraires. Les documents saisis ici n'étaient donc pas couverts par le secret professionnel. Dans la seconde affaire, la chambre criminelle se penche sur certains aspects procéduraux des recours en matière de perquisition en cabinet ou au domicile d'un avocat. Première précision, lors de l'audience, le mis en cause doit se voir notifier le droit de garder le silence. Cela dit, le défaut de notification aurait pour seule conséquence que les déclarations de l'avocat ne pourraient être utilisées à son encontre. Et deuxième précision, l'avocat mis en cause a le droit d'être lui-même assisté d'un avocat, même si ce droit n'est pas expressément prévu par la loi, et même dans le cas où le bâtonnier est présent à l'audience.
Merci beaucoup de votre attention. Merci Olivier. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de 5 minutes d'arrêt en pénal. D'ici là, portez-vous bien, écoutez, likez, repostez.